Alors, en 1928, André Sauvage filme 5 études sur Paris. Il dresse un portrait de la capitale, il dresse un portrait de ses mobilités, et chaque étude est construite comme une traversée. La première de ces études, et donc la première des 5 traversées, sera présentée sur l'écran droit. Elle s'intitule Paris-Port et suit un tracé quasi géographique, le fil de la Seine et de ses canaux, déroulant en élévation autant le paysage que les usages. Ces études rentrent dans la catégorie des films en coupe transversale, comme on les appelait dans les années 20, les Querschnittfilme, qui consistaient à procéder à une coupe de la société afin de les regarder dans ses variations, différences et régularités. Ici, Sauvage y ajoute la saisie d'une atmosphère et des gestes du quotidien, liés à un métier, une activité, au simple fait de passer, d'être assis, de regarder. La qualité du regard est sans doute ce qui rend encore si modernes ces prises de vue. On y perçoit un double mouvement, la saisie au plus près de ce qui compose l'urbain et la traversée douce et quasi surfacique de cette période. On trouve dans ces plans la stabilité dans le temps et la mobilité dans l'espace qui caractérisent les situations filmées, ne se laissant pratiquement jamais guider par les seuls jeux cinétiques de tout ce qui est mobile. Ici, chaque mobile, vivant ou mécanique et liquide, est d'abord un personnage, et chaque vue embarquée est celle d'un potentiel observateur regardant les choses défiler. Chaque détail contemplé nous renvoie aux observations anecdotiques que fait chacun d'entre nous dès qu'il s'arrête et regarde. Il n'y a rien d'ordinaire à savoir filmer l'ordinaire. Depuis un an, j'ai entamé une sorte de recherche qui prend la forme d'une étude, ou plus exactement de plusieurs études. L'intuition de départ était de m'arrêter beaucoup plus longtemps, non pas uniquement sur le travail, mais bien ce qu'il génère comme forme, phénomène, devenir. J'ai choisi un objet de départ miniature, la goutte d'eau, et j'ai essayé de déployer des modalités d'observation, de construire des outils d'enregistrement et d'éprouver des protocoles d'expérimentation, se mettre à l'écoute de tous les effets advenant pendant l'expérience, les suivre, tenter de les reproduire, les capter, en produire des relevés. Donc pas de récit global, pas de finalité, mais des études présentées ici en sections et au plus près et à l'échelle de la goutte d'eau. Alors, chaque séquence, voire chaque plan, est une étude dont la finalité est d'abord son propre enregistrement. L'étude renvoie à la représentation directe et immédiate, jamais retouchée. Elle reste une œuvre destinée à capter la première impression, à la fixer comme impression d'emblée artistique. L'étude diffère en cela de l'ébauche, qui a pour fonction l'enregistrement d'une réalité déjà façonnée par le projet d'un futur projet, justement, et de produire une image seulement destinée à être reprise et améliorée par la suite. L'étude, elle, ici, enregistre la réalité telle qu'elle est, pour elle-même, fuyant les symphonies. Comment mettre en place une méthode pour réaliser ces études ? 2 outils d'observation et de relevé sont mis en œuvre, la traversée et le prélèvement, afin de rendre compte des situations variées rencontrées. Les traversées qui sont en fait des transects, à la fois pratique de terrain, c'est un dispositif d'observation, à la fois technique de représentation, on produit un relevé. Il est en lui-même projet interrogeant les choses et leur devenir. Pour nous, le transect se présente comme un dispositif qui se situe entre la coupe technique et le parcours sensible, qui emprunte à ces 2 techniques pour les hybrider. Le transect se construit par le dessin, la photo, le texte et ici le film, en tant qu'il se pratique in situ. À l'opposé de l'attitude du flâneur, celui qui opère en transect sait qu'il devra effectuer des intrusions, des franchissements. C'est une coupe qui peut être horizontale autant que verticale, qui peut être à l'échelle d'une ville ou à l'échelle d'une table, et qui, loin d'être simplement technique, engage le corps même de l'observateur dans une traversée pour justement aller voir, regarder.
et traverser n'est pas dériver. Cette tentative d'épuisement est impossible. Formidable réservoir d'images et de phénomènes. Durant la majorité de ces études, le style est descriptif. Le cadrage et le montage, pensés pour offrir la meilleure lisibilité des phénomènes. L'expérience est polyphonique. Chaque plan déborde d'informations et se limite rarement à une lecture unique. Le premier et l'arrière-plan communiquent. De nouveaux sujets entrent soudainement dans le cadre, ou au contraire, un élément qui semblait central sort de l'image, alors que le plan continue et attrape un autre sujet à la volée. Le cadrage est alors, pour reprendre l'expression d'André Bazin, un cache mobile ouvert sur la réalité qui l'entoure. Observée sous cet angle, elle semble se mouvoir de manière autonome, elle se désidentifie, semble redevenir une chose. Elle avale, dévore des micro-gouttes immobiles comme des plots, des bornes attenant à son trajet, des petites masses d'eau qu'elle additionne et lui font prendre de la vitesse, et dont les contours déchiquetés et l'angle d'attaque dessinent et orientent sa trajectoire et sa course. Ventre sur la surface, ses mouvements épousent les 1000 aspérités et incidents de surface, parfois souples et fluides, ou au contraire en saccade bestiale. Elle invente une gamme infinie de postures, d'angles d'attaque, de passages possibles. Elle prend des accélérations soudaines, fait des accros, rebondit, contourne, se scinde, se bombe, remonte légèrement, se déchiquette sur un côté ou devant, s'étale, prend des extensions, se retasse sur elle-même, envoie une partie d'elle-même en éclaireur, se rabat, prend des appuis, repousse les obstacles et fait même glisser des objets sur son dos. On pourrait la faire danser en faisant varier ou en chorégraphiant le rythme d'apparition des 1000 incidents de surface, porosité locale, cheveux, rayures, poussière. Elle sait aussi jouer avec les propriétés de sa peau. Selon l'usage et la nature de l'obstacle, elle rend son enveloppe capable d'ingérer, de gober, de mouiller, comme elle sait en d'autres occasions se tenir tout à fait imperméable pour contourner ou pousser des objets notamment. En elle-même, la partie avant ronde, téméraire, toujours en position de force, se jette en avant sur les autres gouttes. Elle loge un petit lot de particules de poussière emportées sur sa route. Autant que le reflet sur la surface montre son élasticité, cette ritournelle de particules laisse avoir une goutte qui ne glisse pas mais qui roule. À l'arrière, au contraire, l'eau est en retrait de la surface, c'est la partie d'elle-même en décrochage. Selon la température, la texture des surfaces, des porosités locales, ce contour se déchiquette partiellement, avec plus ou moins de souplesse. Ça dessine des échancrures qui s'étirent, relâchent des petits paquets d'eau ou se resolidarisent à la goutte. Ça dessine des pointes d'Ura qui s'alternent, des figures géométriques découvrant les configurations de rayures et les autres formes de retenue, comme une lecture de la surface. La goutte laisse traîner sa robe, dont le mouvement paraît indépendant de son rythme général. Cette robe est accrochée à ses flancs, les flancs de la goutte, et ses bords latéraux. Il y a une sorte de tension limite entre ce qui est en train d'avancer et ce qui est en train de se retirer. Comment dire ces configurations, ces dynamiques, ces atmosphères? Comment catégoriser cet existant vivant? Je m'appuie pour cette partie sur les travaux collectifs de mon laboratoire Le Cresson, qui propose une notion, en fait plus exactement un paradigme, la notion d'effet. L'effet serait à mi-chemin entre l'universel et le singulier, à la fois modèle et guide. Il permet un discours général sur le monde sensible, mais il ne peut se passer d'exemple. Plutôt que de définir de manière close des objets, il cerne une classe de phénomènes en donnant des indices précis sur leur nature et en particulier sur leur statut. L'effet ne peut se réduire à une donnée exclusivement objective ni à une donnée subjective. Il est précisément le produit d'une rencontre, d'une correspondance, d'une interaction entre le paysage physique, objectif, et le paysage d'une communauté culturelle avec celui propre à chaque individu. En prolongement à la notion d'effet, Pascal Anfou propose une triade qui permet de recomposer, au moment de l'analyse, les trois grandes dimensions de notre rapport au monde. La dimension connue de l'environnement, la dimension vécue du milieu
et la dimension sensible du paysage. Il s'agit respectivement du motif, de l'effet et de la figure, qualifiant pour le lieu des formes de rapport qu'il peut entretenir avec sa spatialité, au temps ou aux individus. Autrement dit, le motif correspond à la façon pour le lieu de se sédimenter dans une configuration spatiale spécifique. Par exemple, le motif du face-à-face, le motif de l'échange de la place, le motif de l'alignement ou encore celui de la dispersion. Alors que l'effet désigne une façon pour le lieu de s'actualiser dans le temps. Par exemple, un effet d'entraînement, d'hésitation, d'immersion, d'irruption. Et enfin, la figure, qui est la façon pour le lieu de s'incarner dans un personnage. Par exemple, la figure du passant, du pressé, de l'éclaireur. Ces trois relations au territoire, valorisant réciproquement la dimension environnementale, le connu, la dimension médiale, le vécu, ou la dimension sensible, le paysage, peuvent alors être identifiées par leur manière de s'actualiser dans une situation concrète, soit à travers les configurations spatiales en jeu, et nous parlerons alors de motifs, soit à travers les personnes qui le pratiquent, et nous parlerons de figures, soit à travers l'expérience esthétique qui en découle, et nous parlerons alors d'effets. Motifs, figures et effets peuvent ainsi peut-être nous servir d'outils descriptifs en vue de sélectionner et d'isoler les différents niveaux d'information contenus dans les plans filmés. La robe, donc, plus ou moins à la traîne, a bien son rythme propre. Elle pourrait laisser son empreinte sur une section de passage. Comment ses pics et ses pointes pourraient laisser une trame, un marquage, une inscription sur la durée. Depuis un point de vue immobile et reprenant une séquence image par image, il s'agit donc de dessiner le contour arrière de la robe comme des coupes successives. Ces coupes remontent sur le flanc jusqu'à la limite entre la robe et la tête de goutte. Ces séquences d'observation ont servi donc à construire des chronographies de robes de goutte et sont ici projetées sur les dessins en superposition. Si le comportement de la goutte d'eau est déjà un révélateur de surface, témoin d'observation d'une texture accidentée, les dessins chronographiques de sa robe sont des cartes de lecture sur sa vitesse, son rythme, ses hésitations, la manière dont elle s'est débarrassée ou décrochée de la surface, et les raisons physiques et spatialisées de ses aléas, de ses effets. Alignement de gouttelettes séchées, laissant des micro-pellicules rondes de calcaire, des cheveux, des poussières, des porosités à forme particulière, des rayures, des densités de mouillage. C'est autant de paramètres lisibles dans le dessin. Et comme ces accidents de surface partitionnent le mouvement de ce contour, on peut penser qu'à une autre échelle microscopique, d'autres échancrures et golfs microscopiques se forment. Un tribologue de l'école centrale à Lyon soupçonne même l'échelle fractale de ce contour mouvant. Les espacements variables entre chaque coupe montrent également un anti-rythme, un contre-rythme à l'intérieur même du contour. Une partie recule pendant que l'autre reste complètement arrêtée, l'autre lâche soudainement pendant qu'une autre se décroche méthodiquement, une sorte de galanterie intrinsèque. Les gouttes laissent des micro-gouttes derrière elles, ce sont les formes blanches sur les dessins, avec plus ou moins de lenteur et de difficulté à décrocher. Les densités de traits autour de ces formes montrent donc le temps qu'elle a mis, le temps de retenue en fait, sur ces formes blanches. Un topographe lit d'ailleurs ce relief imaginaire en prenant les parties blanches comme sommet. Moi, je lis plutôt l'inverse, que la robe creuse plutôt une vallée sur son passage et une descente dans la matière. Les tracés des uns et des autres s'auto-ajustent en permanence, tant dans leur trajectoire que dans leur vitesse ou dans leur rapport en accélération-ralentissement. Ils s'anticipent, coopèrent, s'ignorent. Écologie permanente du jeu des trajectoires et des regards. Il nous semble que ces vues cinématographiques et vidéographiques
sont de véritables miniatures, comme l'envisage le critique et théoricien Siegfried Kracauer dès les années 20. Des véritables miniatures, car elles ne séparent pas la dimension sensible, voire poétique d'un phénomène, de sa dimension sociale. Ces vignettes vidéo apparaissent tour à tour comme des morceaux d'atmosphère, des personnages devenant des figures du lieu, des moments qui contiennent en puissance des mini-récits, moments dont on sait qu'ils ont un passé et un devenir en dehors du cadre de l'image, moments dont l'accumulation et les enchaînements parviennent à saisir quelque chose de notre condition contemporaine. La caméra reality, disait Kracauer, qui produit des fragments discontinus du réel, ce flow of life, nommait-il, qui sont pour lui affectés d'un double indice, de présence et d'incomplétude. De présence parce qu'elle saisit, et d'incomplétude pour tout le hors-champ spatial, le hors-champ temporel, mais aussi le hors-champ sensoriel lié au médium utilisé. Mais pour Kracauer, ces fragments discontinus constituent justement l'expérience commune que nous pouvons avoir d'une situation. Ce travail de la subjectivité prépare pour lui les conditions d'une objectivité permettant d'énoncer un discours de connaissance sur le monde de l'expérience sensible. Cependant, il serait encore plus évident et peut-être plus fructueux, selon nous, d'associer les tracés avec les approches par des écologies sociales, dont notamment celle proposée par Tim Ingold, qui a défini l'écologie de façon concise comme l'étude de la vie des lignes. Les maillages, the weaving, des chemins le long desquels les mouvements sont étudiés par lui, comme la source d'une organicité des relations entre les êtres et les choses constitutives d'un milieu. Cette implication dans le monde grâce au mouvement, dans l'espace, est même, selon Ingold, la condition fondamentale de la capacité à penser. Ce que l'image animée, ici analysée rapidement, s'apparente à un exemple de taskscape, pour reprendre le terme de l'anthropologue, un paysage d'activité, inscrit dans un processus de construction permanente, où les activités humaines, les activités des individus, sont intimement liées au paysage local et, inversement, le paysage tirant ses significations de ces relations. L'idée du paysage dans l'urbain comme sur une table, comme forme dessinée ou creusée par les mouvements qui le traversent et l'animent. Le tracé serait en quelque sorte l'expression d'un territoire en tant que champ tendu de forces sociales, économiques et politiques, mais aussi lié aux qualités physiques des matières et des éléments qui la composent. Sur les surfaces poreuses, ou mates, ou perméables, la goutte s'étale et laisse une traînée ou s'épuise. Cette surface en particulier, c'est un polymère poncé finement. Il a deux qualités pour l'eau qui peuvent paraître contradictoires. On peut tracer par mouillage des chemins pour l'eau. Elle accroche, elle les suit en priorité. Elle ne prend pas d'initiative tant qu'elle ne se sent pas trop contenue dans la largeur de ses trajets. À sa crue, et si elle doit déborder, c'est d'abord en gonflant sur elle-même. Elle semble donc aimer cette surface à son lit, mais la répulser sur ses bords, et on peut donc faire gonfler ses tracés, en lui donnant ça donne du coup une apparente immobilité. La pente, la vitesse de débit et chaque forme de tracé oriente la vitesse et le sens de l'eau. Le dispositif est un plateau, une grande surface sur laquelle l'eau ruisselle. La surface a une légère pente, l'eau est envoyée d'un côté de l'extrémité haute du plateau, fait son parcours sur la surface et retombe dans un réservoir alimenté par une pompe. C'est un système fermé et continu. Quand l'eau arrive d'un point, il s'agit donc de détourner le flux central par plusieurs tracés, et puis après en sous-tracés et ainsi de suite, de diviser les flux. Chaque croisement, chaque nouvelle branche de passage altère tout ce qui vient en aval et reconfigure l'ensemble. Et il s'agit donc de trouver un équilibre entre la surface, la quantité d'eau, la quantité, les épaisseurs et les formes des tracés, leur interaction, la puissance de débit de la pompe, la vitesse d'évacuation et la pente.
On peut ainsi stabiliser un réseau. Une fois en place, on peut toujours le reconfigurer partiellement et localement en ajoutant ou en ôtant des lignes de passage, en les épaississant ou en les affinant et en respectant l'équivalence entre la quantité d'eau entrante et sortante du plateau. Par un système d'intraveineuse sous le plateau, on peut aussi augmenter les points d'entrée et de sortie. Si le dessin divise ou fait des sommes d'eau sur le plateau, le système se complexifie si l'opération a déjà lieu sous le plateau. Le réseau de tuyauterie distribue donc des entrées d'eau à différents points situés sur le plateau, ainsi que des points de sortie et d'évacuation pour l'eau. La situation et le nombre de ces points et toutes les liaisons possibles complexifient la construction du réseau. Presque un algorithme à trouver, une théorie des graphes pour un réseau dynamique. Pour y voir clair, on injecte de la poussière et des particules dans l'eau. Témoin et révélateur des vitesses, des accélérations, des zones stagnantes en fonction de la configuration des tracés. Elle est un outil de visibilité. Et même sans ça, le dispositif en route, pendant plusieurs mois, la surface poreuse et poussiéreuse subit une stratification, un dessin de l'historique des tracés. Bon, et donc le dessin des ruissellements use la surface, sa pellicule. Les ruissellements poussent, déposent, déplacent la couche infime de poussière et reproduit des phénomènes géomorphologiques mais à cette échelle, à l'échelle qui leur est propre. Localement et en fonction des configurations, on observe toute une tripotée de microphénomènes venant se loger dans les carrefours, les croisements, les virages, les zones de rotation, les chemins de vitesse. On remarque des égarements temporaires dans des zones à faible flux, des zones à potentielle stagnation. Au détour d'un virage ou sur les bords latéraux d'un croisement se forment de petits dépôts qui peuvent devenir des obstruations de passage par accumulation. Ces bouchons temporaires se lient aussi vite qu'ils se délient, souvent par un décoche libérateur d'une particule, arrivée assez vite ou qui est assez grosse et tapant au bon endroit pour disperser le groupe. Des ricochets, des relais, échanges de place, rebonds, poussées. Les décoches sont nombreux, ils font varier leur gamme à l'infini. Les mouvements d'emportement sont autant individuels que collectifs. Retenue momentanée ou par résistance au flux courant, une particule est aussi capable de s'arrêter en plein milieu d'un flux courant et produit temporairement une zone d'autonomie, un îlot d'immobilité juste en aval de sa position. Si une autre particule a le malheur d'entrer dans ce huis clos, elle voit sa propre trajectoire enfermée sur elle-même, comme si chaque boucle était une tentative échouée pour rejoindre l'autoroute. Ce type de ritournelle peut aussi se produire dans une limite entre deux mouvements contradictoires. La vitesse des flux, combinée à certaines configurations spatiales, opère et produisent une sélection et un triage particulier des foules, selon des critères qui peuvent varier entre taille, couleur, poids, nature de particules, un écrémage naturel.